Buenas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session de la coopération régionale. Aujourd'hui, nous avons un panel qui vient de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique latine. Eh bien, nous allons parler des défis qui existent, ce à quoi il faut s'attendre. Et nous essaierons de voir de la qualité. J'ai pas de... No tengo relay. Oh. Qui a une portée mondiale et donc cela met beaucoup de pression sur les autorités pertinentes pour pouvoir développer des réponses communes. Donc la demande en termes de protection des données n'a pas de frontières. Et la protection doit s'élargir. Les flux de travail mettent au défi la protection des droits humains au niveau local et régional. Et ce qui fait que les autorités doivent faire des investigations à l'étranger, et donc dans un scénario global, disons, dans de nombreuses régions, comme l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, et des organisations comme le G20, le G7, le Conseil de l'Europe, etc., eh bien, des ponts doivent être établis entre différents systèmes de privacité pour bénéficier aux citoyens et les entreprises. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir d'animer ces échanges dans ce premier panel qui est composé de 3 réseaux régionaux de protection des données. Cela comprend l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique. Et ce sera certainement l'occasion de pouvoir montrer que ces réseaux de protection des données font face à des défis communs et peuvent produire des opportunités, des synergies. Dans le développement d'une interprétation plus consistante, plus cohérente des données, avec des effets allant au-delà des frontières, pas seulement au niveau régional, mais également avec une portée au niveau mondial. Ce sera donc la première étape pour de meilleurs échanges entre les réseaux. Et ce dont nous allons vous parler, c'est de ce qu'il se passe à niveau régional, au niveau de la consolidation de ces réseaux. Quelles sont les possibilités futures au niveau mondial, quelles sont également les difficultés qui sont face à nous, quels sont les enjeux qui existent au niveau de la financiation, au niveau de la reconnaissance des acteurs publics et privés et la visibilité entre citoyens, quels sont les outils que ces réseaux ont développés pour la coopération entre partenaires et si les mécanismes de coopération dans leur réseau fonctionnent, ou si ces mécanismes doivent être modernisés. Eh bien, quels sont les bénéfices principaux pour vos régions et vos institutions? Eh bien, voici donc le schéma général pour notre panel et ce sera un véritable plaisir d'ici au Mexique, bonsoir, en France, en Afrique, partout dans le monde. Je vais donc céder la parole à Monsieur Molina, qui est le surintendant de la protection des données, mais également Madame Jelinek, qui est la présidente du Conseil européen de la protection des données, mais également Monsieur José Luis Piñarbañas, qui est vice-recteur des affaires étrangères de l'Université de la CEU à San Pablo Madrid, et donc ils vont parler dans cet ordre. Les règles sont les suivantes. Chacun va introduire en 5-7 minutes chacun, puis ensuite nous passerons à des échanges plus généraux avec des conclusions. Et si nous avons le temps, eh bien à la fin nous répondrons à vos questions, ou alors nous pourrons également continuer à parler de ces sujets-là. Donc je vais donc maintenant céder la parole à Monsieur Remolina, président du réseau de protection des données d'Amérique latine. Nelson, vous avez la parole. Très bien, bonjour, c'est un véritable honneur d'être présent ici à cet événement avec vous toutes et vous tous. Je voudrais évidemment remercier l'INAI pour son effort, l'effort qui a été fait d'organisation de cet événement.
féliciter également le pays, mais le Mexique, d'être l'hôte, de nous accueillir. C'est le plus important en matière de protection des données. Je voudrais également saluer mes collègues, Andrea, José Luis. José Luis peut parler du réseau américain de protection des données, puisqu'il est le fondateur de ce réseau. Donc nous savons ici face à nous une personne qui est très familiarisée avec ce réseau, la plus pionnière sur ces questions-là, qui donc promeut une culture de protection des données en Amérique latine, mais également partout dans le monde. J'ai une petite présentation à faire pour, si vous voulez, vous laisser entrevoir quelles sont les idées qui vont être traitées, sur lesquelles nous allons également poursuivre les échanges et que nous travaillerons plus tard. Donc, si on peut passer la diapositive suivante, s'il vous plaît. Très bien. Eh bien, je voudrais juste vous parler de réseau américain de protection des données. C'est un réseau qui est né il y a à peu près 18 ans, qui a été fondé par José Luis Piñal et un groupe d'experts, de membres de l'université qui se sont réunis à Guatemala, à Antigua, en 2003. Et de 2003 à nos jours, eh bien, beaucoup de choses ont changé. Certaines demeurent égales, mais d'autres ont beaucoup changé. Eh bien, le principal objectif à l'époque était de créer des régulations, des normes de protection des données dans tous les pays ibéro-américains. Cela n'existait pas dans tous les pays. Aujourd'hui, on est à peu près 60-70% de présence dans tous les pays, mais à l'époque, il n'y avait que 2 ou 3 pays qui avaient donc des lois sur la protection des données. Donc l'idée, c'était vraiment d'introduire, de montrer ce qu'avaient fait les autres pays ibéro-américains par rapport à ces droits, comment protéger ces droits et comment faire connaître aux gens la portée de cette législation concernant l'information. Et donc de cette époque à aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, notre réseau est composé de 35 organisations, 17 sont des autorités de certains pays. Donc, comme vous le voyez, le Mexique, l'Espagne, l'Argentine, le Pérou, l'Uruguay, le Portugal, le Brésil, Andorre, Costa Rica, Colombie. Et cette année, pour nous, eh bien, ça a été un grand honneur que le Brésil intègre notre réseau, le dernier pays membre de notre réseau. Mais nous avons également des observateurs, des membres observateurs qui ne font pas partie forcément du réseau, l'Organisation des États américains, l'Institut européen, le Conseil de droits de l'homme, le Conseil d'Europe et d'autres administrations, d'autres institutions. Le réseau a eu une dynamique extrêmement importante en termes de communication pour pouvoir justement développer davantage notre mission qui est de chercher le traitement adéquat dans n'importe quelle activité à destination des personnes. Donc vous voyez ici quelques nouvelles sur notre page internet qui donc permettent de communiquer avec les gens, qui permettent de leur expliquer quelles sont nos activités, les événements, les publications, les recherches, les nouveaux guides qui existent pour entretenir la communication, pas seulement avec les membres du réseau, mais avec toute la communauté. Et donc c'est vraiment quelque chose de très important au niveau de la communication, sur quoi je vais inciter, bien évidemment, mais c'est donc le domaine de la communication. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en parlant, justement, en utilisant ces moyens-là, et donc pour agir rapidement. Il me semble qu'un des défis dont nous disposons actuellement, c'est de pouvoir agir face à toute solution qui pourrait éventuellement se présenter partout dans le monde, dans le domaine de la vulnérabilité des droits, de protection des données personnelles. Et donc je voudrais souligner ces données. C'est le contexte dans lequel nous vivons actuellement. Nous sommes dans le monde du cyberespace, vous le savez, et il y a un certain temps, surtout avec l'arrivée d'Internet, en 1994, au niveau mondial, on avait à peine 1% d'accès à Internet. Aujourd'hui, c'est presque 65% de personnes qui ont accès à Internet. Et on parle donc de 5 milliards d'internautes dans tous nos pays. Et donc, nous avons un pays qui a différents territoires, qui est divisé. Donc,
Mais on a également un monde qui voit, si vous voulez, une fusion de divers éléments, et donc on récupère des données de citoyens de partout dans le monde à tout moment. Et ça, c'est vraiment la réalité, c'est notre contexte, c'est la réalité socio-technologique. Et il faut donc agir rapidement face à ce contexte. Il ne peut pas voir c'est le droit comme il y a des siècles, parce que Internet a vraiment changé, les défis ont évolué, et c'est pour cela qu'il faut coopérer, c'est essentiel. Et quelque chose que vous savez certainement, qui est très important de souligner ici, lorsqu'il y a une cause, lorsqu'il y a un incident qui surgit sur Internet, partout, où que ce soit dans le monde, eh bien, cela peut affecter n'importe quel citoyen partout dans le monde. Donc, si vous voulez, nous, les autorités, il faut que l'on puisse agir en masse, très rapidement, de manière générale, face à tout incident qui puisse se produire. Parce que là, évidemment, immédiatement, les citoyens sont affectés partout dans le monde. Des gens qui se trouvent dans n'importe quel pays. Et donc il est fondamental, il est extrêmement important que nous agissions en tant qu'équipe. Et il faut le faire d'office, si vous voulez, parce que si nous ne faisons pas cela comme cela, eh bien, nous n'allons pas être forts. Et il faut être fort pour pouvoir protéger ce droit, parce que ceux qui traitent les données sont des entités publiques, des entreprises qui sont les plus puissantes au monde. Donc nous, il faut que également nous soyons une équipe qui soit forte, qui soit coordonnée pour pouvoir exiger le respect de ces droits. Il ne s'agit pas d'agir contre quelqu'un en particulier, bien sûr que non. Il s'agit simplement que les autorités d'office, dans le cadre de nos compétences, nous puissions exiger à toute organisation dans notre pays ou hors de notre pays qu'ils respectent les droits des personnes. Et autre idée ici importante également, c'est qu'Internet ne peut pas être un scénario d'impunité, si vous voulez. Ça ne peut pas être un contexte d'impunité. On ne peut pas avoir de l'impunité dans le cadre d'Internet en matière de protection des données. Les développements technologiques, les évolutions technologiques ne peuvent pas être dans certains cas un outil pour pouvoir justement ignorer les droits des personnes, ni même l'extraterritorialité ne peut être également perçue comme une excuse pour se dédouaner de la protection des données. Donc il faut que nous, en tant qu'autorité, nous puissions faire tout ce qui est de notre possible, mais tout ne dépend pas des autorités, bien évidemment. Ça dépend de l'engagement éthique sérieux des organisations, mais également que chaque personne, que chacun, en tant que titulaire de ses propres droits, devienne le principal protecteur de ces données, de ces droits. Donc ici, je vais conclure avec quelque chose que dans le réseau ibéro-américain de protection des données, eh bien, nous nous sommes mis d'accord dans le dernier plan stratégique qui a été validé en décembre de 2020, et c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Ce réseau, dans l'article 45, parle de coopération. Mais si vous voulez, ici, au point 4 exactement, on voit qu'apparaît quelque chose dont je vous ai déjà parlé, qui est que toutes les autorités du réseau, finalement, nous puissions identifier des cas réels qui donc puissent affecter les citoyens de nombreux pays, et que l'on puisse agir d'office parmi nos compétences, justement, face à ça, face à cette menace. Et se demander des explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, avec des incidents de sécurité qui peuvent avoir lieu un peu partout dans le monde et qui puissent affecter des citoyens qui se trouvent partout dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de citoyens ont été touchés par cela? Quelles mesures ont été prises pour que cet incident ne se reproduise pas? Et c'est vraiment très important que toutes les autorités posent des questions, insistent. Et j'insiste vraiment sur quelque chose d'important ici. C'est-à-dire que tout cela doit se faire d'office. Il faut que l'on soit extrêmement dynamique, que l'on prenne l'initiative pour qu'on ait un meilleur niveau de protection des données personnelles. Et je voudrais justement parler de ces idées, vous soumettre ces idées, et bien évidemment on pourra justement travailler sur une ou l'autre de ces idées avec plaisir. Merci infiniment. Muchas gracias. Merci beaucoup, Nelson. Je vais donc
passer maintenant à Andrea Gelinek, qui est la présidente du Conseil européen de protection des données. Je voudrais souligner quelques éléments qu'a dit M. Remolina sur les défis, en particulier souligner tout ce qui pourra guider ces échanges, l'impunité en particulier, et malgré le fait que la société utilise cette technologie, il faut que l'on combatte l'impunité et protéger les citoyens et leurs droits. Je vais maintenant céder la parole à Andrea Gelinek, qui est présidente du Conseil européen de la protection des données. Bienvenue, Andrea. Merci. Merci, Christopher. Bonjour, Nelson. Bonjour, José Luis. Très chers collègues de partout dans le monde, c'est un véritable honneur pour moi de faire partie de ce panel. L'Assemblée mondiale de confidentialité des données est un rendez-vous important chaque automne. Et donc, c'est évidemment pour moi un plaisir d'écouter ces échanges, d'y participer, et également d'écouter vos meilleures pratiques. Donc je voudrais féliciter les collègues mexicains, mais également le secrétaire de la GPA, par son organisation efficace de cette édition, malgré des circonstances extrêmement compliquées et des défis au niveau de la logistique. Il me semble que malgré cela, ils ont réussi à organiser cet événement d'une telle magnitude. Pour moi, le panel de cet après-midi traite de l'essence de l'Assemblée mondiale de privacité, de confidentialité. Et il faut apprendre de l'expérience des autres, n'est-ce pas? Il faut également identifier ce sur quoi l'on peut travailler ensemble, sur quoi il faut insister. Depuis le début de la pandémie de Covid 2019, de nombreuses activités sociales et économiques sont passées, si vous voulez, par ce monde du virtuel. Et donc de là, l'importance de la protection des données. Et là, il faut vraiment insister là-dessus. On reconnaît cette importance. 128 pays sur 195 ont mis en place des législations pour pouvoir assurer la protection des données en Europe. Les évolutions technologiques ont nous ont poussé à créer une législation depuis 1970. Et tout cela nous a amené à légiférer en 1995 sur la protection des données. 20 ans plus tard, la directive de protection des données a été modifiée pour pouvoir y inclure la protection des données à notre époque. Donc on a opté pour une loi générale pour assurer un meilleur niveau de certitude et de transparence pour les entreprises, mais également pour les citoyens. Cela nous a amené à l'adoption de mesures générales de protection des données, ou GDPR. La GDPR nous a permis d'introduire les règles générales du jeu, si vous voulez. Ça a permis également de créer un arbitrage et d'avoir une certaine équité, et que l'on puisse passer entre différents opérateurs en Europe, et permet également garantir la protection cohérente des protections personnelles des données des individus. Et donc on a tout un ensemble de règles de privacité, de confidentialité qui sont interprétées de manière uniforme dans toute cette ère économique, dans cette zone économique de l'Europe. Cela signifie que l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, le Conseil européen a été établi par la GDPR pour pouvoir avoir un rôle clé dans ce processus. Il ne suffit pas d'avoir des lois robustes, solides. Il faut également que ces lois soient appliquées et que cette application ait lieu de manière cohérente dans toute la région. Pour cela, nous avons réuni les autorités de supervision européennes pour pouvoir mettre en place une application harmonisée de la GDPR dans toute la zone économique européenne, ainsi qu'une protection cohérente de toutes les données, finalement, peu importe où vivent les citoyens. Finalement, c'est s'assurer que toutes les instances de régulation
puissent se mettre d'accord et fournir des orientations à ce propos. Nos forces, c'est que justement on a une expertise et qu'on combine cela avec les organismes nationaux qui sont proches du terrain, de leur pays, du contexte de leur pays, et en s'intéressant extrêmement à l'harmonisation et à la cohérence. Nous avons pu voir que ces attributs d'application ont augmenté avec le GDPR. Aujourd'hui, on peut donc mettre des amendes de 20 millions d'euros ou de 4% même de la facturation mondiale d'une entreprise. C'est-à-dire, cela dépend du montant, n'est-ce pas? Ce sera le montant le plus élevé. Et les autorités de supervision européennes coopèrent bien plus intensément qu'elles ne le faisaient avant le GDPR, au travers de la coopération et des processus de cohérence, mais également d'échanges quotidiens, formels et informels. Aujourd'hui, plus de 1700 cas transfrontaliers ont été créés dans le registre commun des cas, avec notamment 277 décisions finales qui ont été prises jusqu'à maintenant. Eh bien, cette autorité va au-delà des limites géographiques européennes, c'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne et qui ne font pas partie de l'Union européenne, c'est le Liechtenstein, le Norvège. Et donc là, la dimension de notre travail est extrêmement importante et nous investissons énormément de ressources à cela. Le ETTP 2021 à 2023 et ses stratégies comprennent notamment des guides spécifiques pour la protection des données. Nous continuons à nous intéresser au transfert mondial de données. Et même si le GDPR fait une protection cohérente et permet la libre circulation des données, l'Union européenne a des données personnelles qui sont transférées en dehors de cette zone économique européenne. Eh bien, elles ont été... on a établi des mesures de protection afin que la protection voyage avec ces données. Une des manières pour les pays de pouvoir être alignés de manière assez proche, c'est d'être reconnu comme un troisième pays par l'Union européenne. L'effet de ces décisions, c'est que les données personnelles vont pouvoir aller de l'Union européenne. Elles vont pouvoir justement se transférer dans cette même zone économique européenne pour pouvoir obtenir ce statut. L'Union européenne n'a pas besoin que ces lois de ce troisième pays soient identiques au GDPR. S'il s'agit de développer la convergence, parce que comme je vous l'ai dit, eh bien les systèmes de divergence ont un principe recteur, c'est-à-dire que le niveau de protection des données personnelles transférées par l'Union européenne ont lieu, si vous voulez, dans l'équivalence du 130 de la GDPR, c'est-à-dire que la Commission européenne jusqu'à présent a reconnu à 30 pays, en plus du Canada, l'Argentine, le Japon, comme des pays qui fournissent une protection complète des données, et comme l'ont montré les autres pays dans 2018, l'Union européenne a reconnu que le niveau élevé de protection peut être atteint grâce à par le biais de différents moyens qui seront des reflets de différentes cultures, différentes sociétés, différents antécédents historiques, mais d'autres sont également disponibles pour les pays qui répondent aux critères importants. Et tout cela offre des outils divers pour pouvoir transférer cette protection. Il existe des clauses contractuelles, des mécanismes de certification, des codes de conduite, des accords administratifs entre les différentes autorités publiques. Et la règle automatique pour cela est que tout cela ne doit être fait que si le niveau de protection n'est pas
n'est pas en danger par ce processus, n'est pas mise en danger par ce processus. Et donc tous ces outils ont une nature contractuelle en commun, si vous voulez, avec des droits, des devoirs clairement établis pour la protection des données. Et d'autres pays dans le monde utilisent des outils semblables dans un monde avec énormément de connexions. Eh bien, il est important que les données puissent être partagées avec une protection nécessaire dans le cadre de l'Union européenne, mais également ailleurs. Donc ces dernières années, on a pu voir que l'idée selon laquelle les individus doivent avoir des droits qui doivent être forts, de protection, qui sont garantis par une entité régulatrice, eh bien c'est quelque chose qui est de plus en plus perçu comme important. Et donc également tout ce qui tourne autour du fait que la protection personnelle des données doivent accompagner ces données au moment où on transfère ces données. Donc si vous voulez, moi franchement ça me motive, ça me motive de voir toutes ces nouvelles mesures qui sont faites, et j'ai l'espoir finalement que malgré les différences, il existe un potentiel pour une convergence mondiale. Et donc, l'E2PP est disponible pour pouvoir échanger de bonnes pratiques avec nos collègues partout dans le monde. Et donc, nous sommes également disposés à apprendre des bonnes pratiques d'autres pays. Et donc, cette conférence montre que malgré la diversité, nos culture, de nos instruments juridiques, eh bien nous partageons quand même le même objectif, le même idéal, qui est de protéger les droits des individus dans ce monde numérique. Et donc je pense qu'avec ces efforts, eh bien la convergence de nos pays quant aux normes de protection des données va pouvoir se faire. C'est juste une question de temps. Merci infiniment de votre soutien. Merci infiniment. Thank you very much, Andrea. It's a pleasure to hear you, especially when you were stressing on how different countries with different traditions. C'est un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup, et entendre toutes les initiatives dans ce cadre général. Nous essayons de créer les normes minimum. Et ce que vous dites est important parce que vous reconnaissez tous les pays impliqués dans cette question. Et s'il y a de bonnes normes, nous pouvons avoir un bon process. Il faut faire un effort pour ces pays-là, mais également pour beaucoup d'autres. Et aussi parce que vous avez créé un cadre non seulement pour la protection des données, comme par exemple pour les droits de l'homme. Et maintenant, je vais céder la parole à José Luis Piñar, qui s'occupe des questions internationales. C'est un nom très long. Il est vice-recteur des questions internationales de l'université de Padrine. Il est aussi ancien directeur de l'agence de protection de données en Espagne. Docteur Badiñas, je suis très content de participer avec Andrea, avec Nelson, à cet événement si important. Je tiens à vous dire que pour moi, c'est un honneur de pouvoir participer avec des autorités qui s'occupent des données. Je n'agis pas comme autorité, mais bien comme ancien directeur de l'agence. Et c'est pourquoi je remercie les autorités qui m'ont donné la parole et la possibilité de participer à ce séminaire si intéressant, après avoir entendu Nelson et Andrea. Le sujet que nous abordons en ce moment est un des plus importants. C'est la protection des données. Il s'agit de trouver une application globale et surtout efficace de la protection des données fondamentales.
Il faut donc trouver l'efficacité au niveau global, mondial, et c'est un droit fondamental comme la protection de données de caractère personnel. Il y a déjà un certain temps qu'on a déjà proposé des voies pour trouver une législation globale de la protection des données. Je rappelle la déclaration de Madrid du 5 novembre 2009, standards internationaux pour la protection de la confidentialité avec les données privées, ou la déclaration de la conférence de Varsovie, la 35e, où on s'est mis d'accord pour proposer un protocole avec l'article 17 en particulier du pacte international des droits civils et politiques. Donc article 17 qui, comme nous le savons tous, reconnaît le droit à la confidentialité et à la protection face aux ingérences et aux attaques à la confidentialité. C'est un protocole qui a permis de créer des standards globalement appliqués pour la protection des données selon la Rule of Law. Ce sont des initiatives de grande importance nous nous rendons compte encore une fois de l'importance d'avoir une perspective globale. Nelson et Andrea, Internet l'ont dit, il y a plus de 5 millions d'internautes et ceci affecte des millions de personnes. Je voudrais vous dire aussi que c'est quelque chose que nous savons et on le répète régulièrement. Il y a des termes, des conditions, des contrats qui sont signés entre des grandes agences et des sous-agences qui impactent beaucoup de personnes dans des pays très peuplés de la Terre. Il peut y avoir certaines personnes dans le monde entier et qui sont soumis aux mêmes termes et conditions que ceux qui s'occupent de la protection des données personnelles et qui sont alignés sur les principes essentiels des droits fondamentaux de la protection de données personnelles. C'est pour cela que la collaboration est essentielle. Et c'est pour cela aussi que, comme l'a dit Andrea, le rôle en Europe du GDPR est parmi les conséquences les plus importantes à l'issue de l'approbation du protocole. Et c'est le renforcement du rôle du Comité européen de protection des données. Le comité joue un rôle essentiel dans l'unification du droit de la protection des données et par exemple à travers les avis de l'article 64 du règlement ou par le biais des fonctions établies dans l'article 70 du règlement. Parce que nous devons également tenir compte de quelque chose de très important, à mon avis. C'est que le 25 mai 2018, on a suggéré quelque chose qui ne s'était jamais passé avant dans l'histoire du droit. C'est qu'il y a une norme, le règlement de protection des données est devenu d'application globale, mondiale, d'un jour à l'autre.
et ceci en fonction de l'application extraterritoriale du règlement qui me semble absolument essentiel. La question, et je termine là-dessus mon intervention, est de trouver une formule qui réussisse à la coopération, collaboration, qui aille au-delà du cadre européen et qu'elle soit efficace. Et je pense que nous devons chercher des formules juridiques permettant cette efficacité dans la collaboration. Malheureusement, dans le cadre de la collaboration entre les autorités indépendantes et dans le cadre de l'application des décisions des autorités indépendantes, nous n'avons pas quelque chose de semblable à l'accord de La Haye de février 1971 sur l'exécution des sentences étrangères, seulement en matière civile et commerciale. Un accord qui permet d'exécuter des décisions judiciaires, des jugements. Cela n'existe pas pour le moment, donc nous n'avons pas encore d'instruments, d'outils semblables et ce serait très utile de l'avoir pour les sentences. Pour le moment, ces sentences n'ont pas encore d'influence dans le pays d'origine et nous devons être très conscients que les autorités indépendantes ce qu'elles font, c'est appliquer des sanctions administratives avant d'avoir recours aux tribunaux. Donc c'est un problème en ce qui concerne l'application et la reconnaissance de l'exécution des résolutions des autorités au-delà de ce que suppose le modèle européen bien conçu, bien entendu, avec un système de cohérence et de coopération. Andrea nous a donné des données importantes sur la façon dont fonctionnent ces 277 décisions. C'est quelque chose de très important, beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer. Finalement, ce dont il s'agit, c'est de créer un modèle global de protection de données sur la base des principes communs, et qui sont des principes qui doivent être d'accord fondamental, basé sur la centralité de la personne, la dignité des personnes, l'identité et les droits dans le monde numérique. Et je termine là-dessus. Et je pense qu'ainsi, il y a une relation entre la technique et le droit ne doit pas être obsolète. Et l'article 24 du règlement me semble être essentiel parce qu'il nous dit que quel que soit l'état de l'agence, ce qui est important, c'est que les droits fondamentaux soient respectés. C'est ça la clé. La collaboration, la coopération doivent faire en sorte que les droits soient protégés. Et je termine, et s'il me le permet le modérateur, je voudrais laisser un souvenir à 3 personnes qui ne sont malheureusement plus avec nous, mais qui sont des personnes qui ont beaucoup lutté pour la coopération internationale. Emilio Asset, qui a travaillé dans l'Agence espagnole de protection des données, Stefano Dotat et une 3e personne qui ne sont pas parmi nous, mais qui sont des exemples de collaboration, coopération, qui sont des exemples pour essayer d'établir un modèle international de protection de données. Et les Nations Unies devraient avoir également un rôle protagoniste là, et surtout en matière de protection de données. La nouvelle
le nouveau rapporteur, la rapporteure vient d'être nommée, mais il faut encore un rôle plus important de la part des Nations Unies. Et donc les Nations Unies devraient jouer un rôle plus important pour encourager un modèle général et global de protection de données. En ce qui me concerne, c'est tout. Merci beaucoup. Je crois que dans le nouveau rôle que vous occupez, on a beaucoup parlé de questions régionales. Nous avons entendu ce qui est fait en Espagne à ce sujet et maintenant il y aura une discussion sur les différentes traditions et comment les intégrer dans un cadre général. Il me semble qu'il y a diverses traditions, comme en Amérique latine, par exemple. Et il faut essayer de réunir tout cela parce que ce ne sont pas seulement des problèmes nationaux, mais également régionaux et locaux. C'est quelque chose que j'aimerais proposer maintenant. Vous avez parlé des choses bonnes, positives. Maintenant, essayons de parler des défis, des difficultés qui ont dû être relevés comme un réseau, car quand on parle de la confidentialité, c'est important, et quand ce sont des autorités nationales, c'est une chose, mais quand elles sont régionales, c'en est une autre. Les nationales ont un cadre législatif et des lois, mais comme groupe d'autorités, l'approche est différente. Et il ne s'agit pas seulement de parler du monde, mais il faut voir comment nous allons mettre en ligne les différentes traditions et comment arriver à un réseau et le maintenir. Et la deuxième question est pour les 3 personnes en question, quel est le genre d'outil est nécessaire pour maintenir ce réseau et promouvoir la coopération sur le réseau. Ceci est important parce qu'il y a des gens de l'Afrique, de l'Océanie, tous les continents nous écoutent et ils veulent comprendre l'expérience de ce réseau en Europe et en Amérique latine. Nous allons commencer avec Nelson. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet? Nous vous écoutons. Oui, merci Christopher. Il y a plusieurs choses en ce qui concerne la protection des données en Amérique latine. 85% des constitutions latino-américaines, d'une certaine façon, font un rapport sur les rapports entre les personnes et la protection de ces rapports. Par exemple, en République dominicaine et au Mexique, il y a un grand nombre de réformes constitutionnelles à ce sujet, le Chili aussi. Ainsi, je tiens à vous dire que la protection de ces droits se trouve au plus haut niveau de la préoccupation constitutionnelle de nos pays en Amérique latine, de même que dans le monde. Chaque pays a ses règles et une souveraineté régulatrice pour chaque pays. Ce que l'on fait du réseau, c'est que ces règlements internes aient un minimum qui soit le résultat du travail international. Peut-être avant les années 80, nous avons commencé en Europe. L'OEA a également commencé à s'occuper de la protection des données et l'Assemblée de la protection des données a également créé les standards de Madrid. Il y a donc un grand exercice d'harmonisation et quand les régulations locales sont émises,
Tout d'abord, on a les minimums pour garantir les droits de l'homme, mais également pour que les régulations ne deviennent pas des obstacles si elles sont très différentes pour le développement des activités licites, comme exemple. Donc ici, nous devons essayer de trouver un point d'équilibre. Et c'est dans cette mesure que les règles américaines, les standards américains, disons, sont 17 qui ont été approuvés au Chili. Dans un document qui est un document qui gère le réseau en 2019 sur la protection des données de l'intelligence artificielle. Traitement de données et services numériques. Le document de référence sont les standards, les normes d'harmonisation entre les pays. Dans un monde global, l'harmonisation régulatrice est importante en tant que telle. Maintenant, comment maintenir les autorités unies? Je crois qu'elles sont unies par les millions de personnes qui sont détentrices de ces données. C'est le rôle le plus important politique, social et économique au cours des 25 dernières années après Internet. Je crois donc que nos autorités doivent être unies parce que ce sont des millions de personnes qui l'exigent pour offrir un meilleur service à tous les citoyens. Dans la protection de données et les règles qui ont déjà 18 ans, et le réseau fait de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de réunions, il y a plus de documents qui sont établis, il y a donc une interaction au sein du réseau. Et je pense que c'est utile pour les autorités qui peuvent compter sur un réseau. Un réseau ne va pas remplacer le réseau d'un pays, mais il peut chapeauter les réseaux de chaque pays et apporter une meilleure protection des données des personnes dans chaque pays. Par exemple, un réseau peut dans chaque pays émettre des régulations, parce que c'est important, et nous le savons tous très clairement, et cela doit être appliqué dans toutes les parties du monde. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une autorité de protection de données très forte, autonome, efficace? Et je crois donc qu'il y a beaucoup de raisons pour être unis, pour travailler tous ensemble, les mêmes citoyens, car nous le voyons, c'est le cas de la Colombie. L'autorité de la Colombie a 10 ans cette année. Alors qu'au cours de la première année, ils ont représenté un peu plus de 1100 plaintes. Aujourd'hui, ils en représentent 2200. Donc les citoyens sont de plus en plus conscients de ce droit et ils ont recours aux autorités de plus en plus. C'est pour cela que les autorités doivent faire un effort interne et externe pour essayer de travailler le mieux possible. Parce que ce droit n'est pas exempt d'un autre droit. Il est donc indispensable de le protéger à tout moment. Et c'est très difficile pour les autorités d'y arriver. Mais il y a des choses importantes qui peuvent être faites pour exiger la protection des données. Et c'est un fait que nous pouvons y arriver, y parvenir. C'est quelque chose de très important qui me semble être très important et c'est la raison pour laquelle nous devons renforcer ces plus de 5 millions d'internautes dans le monde et c'est un fait, comme nous l'avons dit ce matin au cours de l'inauguration, les autorités ne peuvent pas se reposer sur leur laurier, ils doivent être plus proactifs, agir d'office et doivent innover pour obtenir de meilleurs résultats. Merci. Merci beaucoup, Nelson.
topic, especially in the experience in the European Union. Il nous parle de l'expérience en Union européenne et en Autriche. Si vous voulez parler de votre expérience, quand l'on a plusieurs traditions, il ne s'agit pas d'un seul domaine, mais c'est plutôt de quelle manière est-ce que l'on comprend tous ces droits dans le domaine de la confidentialité. Right. We can hear you. Andrea, for some reason we cannot hear you, and the translation. Bien, il semble que l'on ne puisse pas vous entendre, quelle qu'en soit la raison, et donc les interprètes ne peuvent pas vous entendre. Il semble qu'il y ait un problème avec votre micro. Est-ce que votre micro est bien allumé? Il s'agit peut-être aussi d'un problème de connexion. S'agit-il de quelque chose qui va mal de notre côté, ou est-ce que c'est peut-être de votre côté? Est-ce que vous pourriez vérifier l'état de vos câbles et de votre connexion, s'il vous plaît, pour pouvoir poursuivre nos activités? Est-ce que vous m'entendez? How? Okay. I just tried. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Faites-moi signe si vous m'entendez. Très bien. Merci, José Luis. Eh bien, vous avez posé la question des outils. Comment faire que les autorités de supervision puissent se réunir et comment pouvoir maintenir cette union et développer la coopération. Eh bien, le Conseil européen de protection des données n'a pas commencé de zéro. Comme vous le savez, nous avons eu un prédécesseur du Conseil européen de protection des données. Mais aujourd'hui, nous sommes un organisme indépendant européen et nous travaillons ensemble et très étroitement depuis un certain temps. L'article GDPR établit. Alors, il me semble que c'est de la lettre A à la lettre Y, les tâches du Conseil européen de protection des données. Et donc ces tâches nous montrent finalement comment est-ce que l'on peut
maintenir différentes perspectives ensemble et les améliorer pour le bien des gens. Et nous coopérons avec des sous-groupes d'experts, et ces sous-groupes d'experts préparent leurs directives pour le Conseil. Nous avons également le secrétariat qui aide le Conseil soit sur des questions d'organisation, mais également sur des points juridiques. Alors, il est vraiment très important de signaler ici que nous avons un système d'échange pour notre coopération. Nous utilisons bien évidemment le courrier électronique et le téléphone, mais nous avons également ce système de marché interne que nous utilisons pour notre coopération dans des cas importants, dans les cas où il est important d'avoir un système sûr d'échange d'informations. Eh bien, comment allons-nous maintenir cette relation ensemble, nous, les membres du Conseil? Très souvent, on s'appelle, on échange je ne sais combien de fois par jour. Dans tous les domaines qu'ils travaillent ensemble, soit en tant que superviseur, en tant que leader, mais également en tant qu'autorité de surveillance dans les cas transfrontaliers. Donc, comme vous le savez, pour promouvoir la coopération, eh bien, il faut que nous nous parlions, il faut que nous échangions des informations, autant que possible, n'est-ce pas? Pendant la pandémie de Covid-19, eh bien, tout a été fait par Internet, également les réunions du Conseil, et donc j'espère vraiment que nous puissions nous réunir en présence très bientôt, qui auront lieu en novembre 2021, car comme vous le savez, il n'y a rien de mieux que le contact personnel, que le face-à-face. Donc, eh bien, vous savez, il faut chercher à appliquer de manière cohérente le GDPR et nous avons le même objectif, un objectif commun et c'est un peu la même chose, c'est un peu ce dont a parlé Nelson, il faut être présent pour les gens qui ont besoin de nous et il me semble que cette coopération entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique, mais également l'Amérique latine, est extrêmement importante, surtout en ce qui concerne les transferts transfrontaliers de données. Car, comme l'a indiqué José Luis, la protection des données doit voyager avec les données elles-mêmes, pas seulement dans le cadre de l'Europe, mais également partout dans le monde. Alors, voilà, c'était ma première tentative de réponse, si vous voulez. Christopher. Merci beaucoup. Nous nous excusons de ces problèmes techniques. Cela nous est arrivé dans le cadre de cette pandémie avec nos réunions virtuelles. Souvent, nous avons des problèmes de connexion et donc nous allons maintenant passer à José Luis Pignol. Mais avant tout, je voudrais justement lui ajouter une sorte de question spécialement pour lui. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce processus de coopération, le renforcement de ces réseaux, mais également, quel est votre point de vue extérieur désormais? Parce qu'avant, vous faisiez partie de ce cadre, n'est-ce pas, lorsque vous faisiez partie de l'autorité espagnole. Donc, quels sont les enjeux que vous percevez? Est-ce que vous les percevez maintenant différemment de la manière dont vous le perceviez quand vous faisiez partie de l'autorité? Quelle est votre opinion à ce sujet, monsieur? Oui, eh bien, voyons voir. Il s'agit d'un sujet extrêmement important, n'est-ce pas?
Ce qui me semble évident, c'est que la collaboration est extrêmement importante. Donc moi, j'ai pu participer, Nelson en a parlé, Nelson y a participé, on a participé aux origines de ce réseau de protection des données en 2003, lorsqu'il n'existait que quelques lois de protection des données au niveau des Amériques. Et donc, on s'est posé la question d'un besoin, d'un modèle, si vous voulez, de mettre en place un modèle plutôt à niveau mondial de protection des données. Et dû à de nombreuses raisons, hein. Tout d'abord, pour avoir un cadre international, si vous voulez, basé sur des besoins communs, traditions communes, qui se basaient sur la prise en compte des droits, de la protection des données en tant que droit fondamental. Donc il me semble que c'est quelque chose qui ne peut pas être remis en question. Et d'autre part, il fallait que l'on soit convaincu, n'est-ce pas? Nous étions convaincus du besoin de faciliter les transferts de données. Donc on a parlé tout à l'heure de la valeur économique, du traitement des données. On ne peut pas, si vous voulez, mettre des obstacles à cette circulation, la circulation des données. Il faut toujours parler de cette base de la protection des données. Donc le règlement général des protections des données énonce justement lui-même deux parties très précises, c'est-à-dire que c'est un élément qui permet la protection des données pour garantir également la libre circulation des données à caractère personnel. Et cela se fait à partir de la directive 95-46, et c'est très clair si vous voulez là-dessus. Donc les problèmes subsistent. Et si vous voulez, de mon côté, en dehors de cette autorité, disons, de mon point de vue actuel, eh bien, je détecte que la relation entre l'innovation et le droit et la mondialisation reste un défi considérable, et le droit, les normes juridiques doivent essayer de trouver des solutions efficaces, et il me semble, si vous voulez, que on en a parlé, hein, il faut insister quand même là-dessus, on a besoin de dialoguer, on a besoin d'échanger constamment là-dessus, pas seulement entre autorités, n'est-ce pas, mais également entre tous les différents acteurs impliqués, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont impliquées dans la protection des données, que ce soit le privé, le public, les forces de sécurité. C'est important, comme le fait le comité européen, mais également le réseau, c'est-à-dire écouter ceux qui ont des problèmes avec cette question de traitement des données personnelles. Il me semble donc que le dialogue et les rencontres sont extrêmement importantes. Le dialogue de tous les parties prenantes, parce qu'il me semble que, je dois vous dire que, et excusez-moi hein, d'oser dire cela, mais lorsque je faisais partie de l'autorité, eh bien, peut-être que nous n'entendions pas suffisamment les différents secteurs qui prenaient part à cette question. C'est-à-dire qu'on était peut-être un petit peu renfermés sur nous-mêmes. Hein. Et donc, ce risque, eh bien, il faut l'éviter, en quelque sorte. Et donc, il existe, ces échanges existent, et il faut qu'ils continuent. Il faut également disposer d'instruments juridiques qui nous permettent de collaborer de manière efficace. Et là, il me semble que nous avons un vrai problème là. Ça va être difficile de trouver une réponse juridique, un outil juridique qui puisse fournir des réponses à la collaboration, afin que justement cette collaboration cette place à une exécution et à une efficacité, à l'efficacité et l'exécution de cette collaboration. Et il me semble justement que c'est vraiment difficile à faire.
Eh bien, de mon point de vue, je me rends compte que de nombreuses étapes ont été franchies, des étapes importantes, et une de ces étapes, c'est justement le règlement général de protection des données, et les principes qui sont énoncés. Ça devient, si vous voulez, le modèle mondial, à l'international, au niveau de la protection des données, et là, il me semble qu'il faut vraiment profiter de cette occasion. Vous en parliez, Andrea, avec cette question de l'adéquation, avec les PRGR, toutes ces sortes de choses. Donc là, il me semble que là, on est dans le cadre d'un consensus, le modèle et le règlement. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'essayer d'implanter avec efficacité et avec performance ce modèle de protection des données qui est énoncé par le règlement. Merci beaucoup, José Luis. Nous avons donc parlé de beaucoup de sujets dans ces échanges. Je voudrais maintenant passer à d'autres questions pour pouvoir poursuivre nos échanges. Alors, nous avons parlé, en adoptant le point de vue des autorités et également une perspective régionale de ces autorités, mais justement, on continue à construire nos cadres régionaux et nationaux et toutes ces données continuent leur cours. Et la dynamique économique continue son cours également, les acteurs économiques sont impliqués, ils continuent à créer de nouvelles manières de pouvoir échanger ces données et bien évidemment de manière très créative. Et donc ils connaissent la législation en vigueur et ce qu'ils veulent faire, c'est avancer pour pouvoir éviter certaines lois ou, si vous voulez, dû à leur dynamique, créer de nouvelles formes pour le flux des données. Donc ce que l'on essaie de faire, c'est de consolider ces normes et ces principes régionaux. Eh bien, comment est-ce que l'on peut dialoguer avec tous ces acteurs économiques et en même temps créer un cadre régional pour pouvoir faire face à tous ces nouveaux défis. Pas seulement du point de vue de l'autorité, si vous voulez, mais c'est-à-dire, c'est ce que disait José Luis Pignal. C'est-à-dire que parfois l'autorité est absente, et elle est peut-être encore absente dans certains domaines. Parce que, évidemment, on parle tous les jours, parfois on parle 2-3 fois par jour, et oui, effectivement, on communique, mais si vous voulez, à quelle fréquence est-ce que l'on a ces échanges avec les acteurs économiques, et comment est-ce que l'on les inclut, si vous voulez, dans ce domaine? Je ne sais pas, finalement, ce que vous en pensez. Pour pouvoir justement avoir un débat et pour pouvoir parler avec ces acteurs économiques et ces autorités afin de pouvoir préserver et garantir le droit à la confidentialité, la protection des données et pouvoir éditer également. Éviter d'avoir une consolidation économique lorsqu'on parle de niveau régional. Donc on va commencer les échanges dans le même ordre. Nelson, Andrea, José Luis, si vous me le permettez. Nelson, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais juste parler d'un sujet, si vous voulez, dont on a parlé, et qui m'a semblé important de traiter ici, c'est-à-dire qu'il faut faire une petite précision. Donc, sur la question des flux internationaux de données, les régulations qui existent actuellement se sont concentrées principalement sur le transfert international des données ou sur la circulation transfrontalière des données. Et si vous voulez, les normes se portent sur l'export, la personne qui exporte les données, si vous voulez. Donc il faut voir les clauses de la personne qui exporte les données, les normes de l'entreprise et comment est-ce qu'il les envoie dans tel ou tel pays avec les protections adéquates. Et donc on se concentre, si vous voulez, là-dessus, c'est-à-dire interdire les transferts et leur exiger qu'ils remplissent, si vous voulez, les conditions minimales. Mais c'est important, mais c'est pas suffisant, vous voyez ? Parce qu'après, qu'avec Internet, il me semble que les données d'un citoyen d'un certain pays ne sortent pas parce que, si vous voulez, parce que quelqu'un de ce pays les envoie à un autre pays. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui les envoie du Mexique en Colombie, mais parce que quelqu'un de Colombie, avec la technologie, que se connecte à ces données. Donc, si vous voulez, on a laissé de côté la collecte de données à niveau international. Aujourd'hui,
il y a plus de données qui sortent de certains pays via une collection internationale que via des transferts. Et c'est ce que je crois, c'est ce qu'il me semble qu'il est en train de se passer. Et là-dessus, on n'agit pas. On n'a pas couvert ce front, et donc on est inquiet par la protection des données quand ils sortent, si vous voulez, quand ces informations sont émises en dehors de nos pays. Mais on devrait travailler également sur la collecte internationale des données. Vous voyez, parce qu'il me semble que c'est dans ce sens que ça va. Hein. Il faut vraiment celui qui collecte des données à niveau international, c'est comme un pêcheur, si vous voulez, hein, qui envoie sa ligne et qui récupère des données un peu partout dans le monde. Et alors là, cette collecte de données, il n'y a personne qui la contrôle. Hein. Je veux dire, si vous voulez, au niveau technologique, c'est pas possible. Donc là, il y a quelque chose sur quoi il faut vraiment travailler. Il faut travailler énormément là-dessus, parce qu'on a apporté nos investigations sur les données qui sont envoyées, sur le transfert qui sont envoyés d'un pays à l'autre, et donc pour pouvoir voir que les conditions minimales sont respectées d'un pays pour l'envoi vers un autre pays. Mais la collecte de données, sur la collecte dans ce domaine-là, on fait presque rien, il me semble. Hein. Je sais pas, peut-être qu'on a fait quelque chose, mais il faut vraiment consolider ces efforts. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Pignard, c'est-à-dire que ces régulations, mais également la forme qu'acquiert la protection, eh bien il faut évidemment en parler, il faut créer des échanges, des dialogues constructifs avec tous les acteurs en présence. Donc, dans le réseau ibero-américain des protections des données, on a créé justement des canaux qui nous permettent de parler de cela. Ce sont des groupes de travail qui sont mis en place. Il y a un groupe sur cette année, on a créé un groupe de l'industrie d'Internet, du secteur Internet, et c'est l'autorité qui coordonne cela, c'est l'Uruguay. Pourquoi ? Pour pouvoir écouter des propositions des autorités. Mais nous avons également un groupe de citoyens impliqués, de personnes qui représentent des citoyens, parce que dans ce dialogue, il faut prendre en compte les citoyens. Bien évidemment, vous savez très bien que lorsqu'une régulation est en place, ceux qui ont le plus de capacité de lobbying, ce ne sont pas les citoyens, mais les entreprises. Ce sont les entreprises qui font le plus de lobbying. Donc, vous voyez, il y a un documentaire qui est extrêmement intéressant sur le règlement européen, sur son élaboration. Et je crois qu'un document sur lequel on attend dialoguer, c'est justement ce règlement européen. Et la version initiale, la différence entre la version initiale et la version qui a été approuvée comprend de nombreux changements. Et ça, justement, c'est le fruit de ces nombreux dialogues. Donc, il n'y a pas de norme parfaite, si vous voulez. On va toujours avoir des points de vue différents. Il faut toujours aller voir quelle est la meilleure manière de travailler pour nous tous. Non, mais il me semble que, de mon côté, du moins, il me semble qu'il faut chercher à trouver une manière de convaincre ceux qui ont nos protections de données, qu'ils puissent les utiliser de manière éthique, de manière correcte, si vous voulez. Il ne s'agit pas seulement de faire des normes et de faire de mettre des sanctions, si vous voulez. C'est pas suffisant. Donc là, il faut vraiment créer, par exemple, des stratégies que l'on connaît tous, hein, c'est-à-dire que la réputation et le nom de ces entreprises soient mis en jeu, c'est-à-dire parce que les personnes qui ont ces données, hein, si c'est un chef d'entreprise qui s'en occupe, et c'est lui qui négocie, et que toute son activité tourne autour de ces données, et que ses clients sont ceux qui lui donnent la richesse et leur chiffre d'affaires, eh bien, il faut convaincre ces chefs d'entreprise qu'ils traitent bien ces données, c'est-à-dire que si vous avez des clients, traitez-les bien, vous voyez, en plus de la norme, mais parce que cela crée une certaine confiance, si vous voulez, en cette entreprise. Donc avoir une bonne réputation, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est très facile de perdre sa réputation finalement, hein, et le récupérer parfois c'est même impossible. Donc on a pu voir hein, comment justement toutes ces choses qui arrivent, eh bien il y a des gens, il y a des citoyens qui préfèrent changer d'organisation, et parce que justement ils ont bien plus confiance dans telle ou telle organisation dans la question des traitements des données. Ce matin, on en a parlé, et
là-bas, il y a un livre qui montrait justement, selon des études et des enquêtes qui ont été mises en place, on a pu remarquer que les citoyens préfèrent faire travailler avec des entreprises qui justement s'occupent bien de leurs données. Donc je crois qu'il faut vraiment parler de cela. On l'a fait bien évidemment, mais il faut poursuivre nos efforts parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de normes, de régulation, vous le savez très bien. Je vais être très honnête, hein, vous le savez. Il y a des entreprises pour qui une sanction, ça représente très peu hein, de son chiffre d'affaires. Donc c'est pas un problème de le payer. Eh bien, donc dans ce budget, très souvent, ils ont même prévu, si vous voulez, de payer ces sanctions. Parce que pour certaines organisations, c'est bien mieux, c'est bien plus intéressant au niveau économique de ne pas respecter les règlements de traitement des données au lieu de les respecter. Hein. C'est une réalité qui existe dans le monde des affaires, hein, et ça arrive très souvent. Merci beaucoup, surtout parce que vous avez souligné hein, le fait que finalement c'est la manière de faire des affaires qui est en jeu, hein, et la plupart de ces données, ne sait pas si finalement comment l'entreprise partage leurs données hein, de l'une à l'autre, mais comment est-ce que les clients eux-mêmes essaient d'obtenir des services ou des produits d'ailleurs, donc ils vont partager leurs données, et donc il y a des vrais défis là sur la question de la protection des données. On va maintenant passer à Andrea. De la même manière, afin qu'elle puisse nous parler des défis, des enjeux, pas seulement du point de vue des autorités et des réseaux, mais également des entreprises et des agences économiques. Andrea, si vous le voulez bien, vous avez la parole. I think we are having some Il me semble que nous avons des problèmes techniques. On ne vous en parle pas, Andrea. Donc je vais maintenant céder la parole à Monsieur Pignard et ensuite nous reviendrons avec Andrea. En attendant, nous allons vérifier les connexions. José Luis, est-ce que vous êtes d'accord que l'on poursuive avec vous avec ces mêmes questions et ces mêmes sujets? Oui. Alors, les défis pour la protection des données sont vraiment immenses hein, et toujours nouveaux. Donc ici, on parle d'un de ces problèmes, c'est-à-dire la question de la mondialisation. La cohabitation de différentes normes, des normes locales, des normes par secteur, dans un monde mondialisé, si vous voulez. Donc là, c'est vraiment une question qui n'est pas résolue, hein, même si la collaboration a lieu, et elle se fait avec le règlement général de protection des données. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec vous hein, par rapport au marché, par rapport aux grandes multinationales. Les dommages au niveau de la réputation sont très importants et très souvent les entreprises essaient d'éviter cela, hein, elles essaient d'éviter de mettre en danger leur réputation. Parce que c'est la question de l'amende, des sanctions, si vous voulez, comme le disait Nelson, même si c'est des millions de dollars, pour certaines entreprises, finalement, c'est pas grand-chose, hein, ça représente pas grand-chose pour elles. Donc ce qui est grave en revanche, ce sont les dommages qui sont faits à la réputation. Et donc c'est arrivé, hein, c'est déjà arrivé. Et donc les actions de cette entreprise baissent. Et donc les citoyens sont de plus en plus intéressés par cette question de protection des données. Et donc ils privilégient des entreprises qui protègent les données et la confidentialité. Donc il y a des messages publicitaires qui sont en place, qui nous indiquent finalement que cette entreprise, par exemple, protège bien ses données, si vous voulez. Donc il me semble que cela est important. Mais il existe d'autres défis qui m'inquiètent au plus haut point.
surtout les défis qui concernent, si vous voulez, le fait d'être face à un droit, par exemple le droit à la protection des données, ou si vous voulez, s'il existe une violation de ces droits, eh bien cela passe, cela on ne se rend pas compte, si vous voulez, parce que très souvent, on ne se rend pas compte, les organismes de régulation ne se rendent pas compte, si vous voulez, que les gens ne se rendent pas compte que leurs données sont appropriées, qu'on s'approprie de ces données et qu'on s'approprie, si vous voulez, et que l'on prenne des décisions pour ceux que l'on souhaiterait voir prendre des décisions. Donc, si vous voulez, nous ici, d'ici Madrid, on a vu qu'il, si vous voulez, il y a un droit à ne pas décider. C'est-à-dire le droit à ne pas décider. Quand on nous parle de ce droit, finalement, ce qu'on nous dit, c'est oubliez-le. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que vous aimez, ce qui vous convient, ce que vous devez faire, quelles décisions doivent être prises. Moi, je vais prendre ces décisions à votre place, finalement. Et ça, c'est vraiment très grave, si vous voulez. Parce que finalement, c'est mettre en danger la dignité de la personne et l'identité de la personne. Et donc, moi, je suis très inquiet, surtout parmi les enjeux que l'on a affrontés, la question des neurodroits. Le Chili a franchi une étape importante là-dessus pour pouvoir reconnaître les neurodroits, et donc on a adopté une charte des droits numériques. Donc je fais partie de l'équipe qui a rédigé cette charte des droits numériques dans laquelle on reconnaît les neurodroits. Et donc ce qui est important, c'est que sur la totalité des droits numériques, on a toujours quelque chose à voir avec le traitement des données, donc si vous voulez. Mais là, c'est vraiment, il y a un défi énorme à affronter là, parce que parce que si on arrive, parce que s'ils arrivent à nous lire ce que l'on a à l'esprit, eh bien là les droits disparaissent complètement, si vous voulez. Donc il faut dialoguer, il faut échanger avec les scientifiques. Pour qu'ils puissent nous dire quel est l'état actuel des connaissances scientifiques, que va pouvoir faire la science, quelles sont les perspectives, pour pouvoir réagir à temps, si vous voulez, pour que le droit ne soit pas laissé au hasard. Donc il me semble que c'est parmi les défis les plus importants que nous avons à affronter. Bon. Merci beaucoup, José Luis. Maintenant, nous souhaitons la bienvenue à Marguerite. Je sais qu'elle a eu quelques problèmes pour se connecter. Vous avez perdu une grande partie de la conversation. Vous avez certainement beaucoup de choses à dire, surtout du point de vue de l'Afrique. Donc nous allons passer maintenant la parole à Marguerite et nous pourrons conclure ce sujet si important, et il faut donner la parole aux femmes car la voix des femmes est très importante à ce sujet. Ah, on n'entend pas. Oui, mais je l'entends pas. Faut que tu envoies en espagnol, non? Oui. Là, ici. I think we have a problem with Margaret, so probably we can move forward with Andrea. Andrea, Nous avons un problème avec Marguerite, alors nous allons repasser avec Andrea. Bon, c'est... Marguerite. Ah. Oui, vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, je m'excuse d'abord. Marguerite, are you okay? So you can continue then. Marguerite. Oui. L'introduction, une conclusion à la fin et 3 points. Et je parlerai particulièrement des réseaux d'autorités chargées de la protection des données personnelles
de la coopération régionale à la convergence mondiale. Donc, en introduction, je dirais qu'à l'ère du numérique, en raccourcissant les délais et en rendant disponible l'information notamment, a engendré une déverticalisation des rapports sociaux. Ces derniers, qu'ils soient économiques, sociaux ou parentaux, connaissent un chambardement inégalé s'exprimant à travers une réduction, voire une disparition des distances et une contestation des légitimités établies. De ce point de vue, nous vivons une véritable révolution du même ordre que ce que l'invention de l'écriture et de l'imprimerie ont été pour l'humanité. Donc cette révolution doit être encadrée. Les acteurs sont nouveaux, agiles et les technologies disruptives. Les règles juridiques, les institutions démocratiques existantes, les valeurs générées, éthiques par la société ne permettent pas très souvent de les encadrer. Donc pour cet encadrement, il faut une action sociétale fondée sur le droit et l'éthique pour que le code informatique ne prenne pas le pas sur le droit. Pour ce faire, les interrogations suivantes se posent à nous. Quelles stratégies ou réglementations sont nécessaires pour parvenir à une convergence mondiale garantissant la protection des données personnelles et de la vie privée? Quels sont les avantages et les réalisations découlant du réseautage? Quelles sont les difficultés et défis rencontrés par les membres de ces réseaux de travail pour obtenir les résultats et réalisations attendues? En grand 1, relativement aux stratégies pour une convergence mondiale garantissant la protection des données personnelles. Le cyberespace est un espace intangible dans lequel s'opèrent des échanges déterritorialisés, je dirais déterritorialisés, entre les citoyens de toutes nations à une vitesse instantanée qui abolit toute notion de distance. Les États ont mis en place plusieurs mécanismes en vue de parvenir à une convergence en matière de protection des données personnelles et de la vie privée. La nature d'Internet, qui est mondiale et non limitée par les frontières, rend difficile la réglementation et l'application de la législation nationale à l'intérieur des frontières nationales. Cela a conduit à des appels en faveur de l'élaboration de normes juridiques internationales communes. Cela engendre des défis liés à des systèmes juridiques différents et des approches différentes de l'application du droit dans le monde entier. Les concepts peuvent avoir des significations différentes selon les pays. Par exemple, en Inde et au Népal, vie privée et informations personnelles comprennent des informations sur la diversité de l'application. Même si un même comportement est illégal dans deux pays différents, la nature de l'infraction pénale ou civile et les sanctions, emprisonnement ou amende, peuvent varier. Affaires dans lesquelles les tribunaux de différents pays statuent différemment sur le même sujet à l'encontre du même indicateur. Les lois régionales sont généralement créées par le biais d'accords contraignants entre les États d'une région. Les États adoptent des lois régionales dans leur législation, harmonisation des lois, ou des lois régionales peuvent être directement applicables dans les États concernés. En Afrique, la CEDEAO a été la première organisation régionale
à s'intéresser à la problématique de la protection des données personnelles. Le préambule de l'acte additionnel justifie cette prise de conscience dans la mesure où les États devraient réagir face aux progrès importants réalisés dans les domaines des TIC ainsi que de l'Internet, dont l'utilisation dans la vie quotidienne pose des problèmes relativement à la vie privée et professionnelle des utilisateurs. Cette intervention vise à créer en conséquence un cadre légal harmonisé dans le traitement des données à caractère personnel. Ces efforts ont été renforcés par les initiatives de l'Union africaine. En effet, la Convention africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel approfondit cette dynamique et permet un saut qualitatif important en donnant corps à la volonté politique. Ces textes organisent le cadre juridique et institutionnel de la protection des données personnelles sur le continent africain. Dans cette perspective, la Convention garantit, sous quelque forme que ce soit, le respect des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, tout en prenant également en compte les prérogatives des États, les droits des collectivités locales, les intérêts des entreprises. Le Conseil de l'Europe, une organisation internationale promouvant le droit, les droits de l'homme, le développement démocratique et la coopération culturelle entre les pays européens. En 1981, le Conseil de l'Europe a adopté la Convention sans importante protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Chacune de ces politiques régionales a eu une influence significative sur la politique relative à Internet dans le monde. En l'absence de réglementation formelle, les entreprises d'un secteur créent parfois leur propre code de conduite pour leurs membres. L'autorégulation comprend des normes et bonnes pratiques pour le secteur, des codes déontologiques, la responsabilité sociale des entreprises. Un exemple d'autorégulation est l'annonce par Facebook en 2020 de la création d'un conseil de surveillance pouvant annuler les politiques de modération du contenu de Facebook. Plutôt que d'entendre une politique gouvernementale formelle, Facebook propose une approche autorégulatrice de la question de la réglementation du contenu. L'Association francophone des autorités de protection des données personnelles, AFAPDP, est un réseau d'information et d'échange qui regroupe les autorités de protection des pays et gouvernements ayant en partage le français. Elle propose un accompagnement aux États et autorités de protection pour développer une expertise locale en matière de protection des données personnelles en s'appuyant sur l'expérience des autorités membres de son réseau. Le réseau africain des autorités de protection des données personnelles regroupe exclusivement les autorités africaines dont la mission est de promouvoir et de veiller à la protection des données personnelles dans leur pays. Les États qui prévoient de légiférer sur la protection des données personnelles, ainsi que les associations et organisations africaines qui interviennent dans ce domaine d'activité. Quels sont les avantages et les réalisations découlant du réseautage? C'est la mise en place des réseaux des autorités de protection présente plusieurs avantages. La maîtrise des flux transfrontaliers de données, le partage d'expériences dans le domaine de la protection des données, la formulation de politiques communes,
l'harmonisation des législations en matière de protection des données personnelles. Quelles sont les difficultés rencontrées? Ces difficultés sont nombreuses. Parmi celles-ci, l'on peut retenir les barrières linguistiques, la diversité culturelle. Par exemple, en Inde et au Népal, vie privée et informations personnelles comprend des informations sur la carte. La généralisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication sans mesure d'accompagnement. La protection des données personnelles n'est pas une priorité pour les différentes parties prenantes, notamment le gouvernement, les entreprises et les individus, ce qui nécessite une énorme sensibilisation. La myopie de la vie privée, sous-évaluation et méconnaissance des défis actuels et à venir, ainsi que la valeur des données personnelles. Le manque de ressources pour les autorités de protection afin de mener à bien leur mission, la fausse perception de la protection des données comme une contrainte au lieu d'un facilitateur de l'utilisation des TIC, l'absence de synergie et le travail en silo. En conclusion, les technologies de l'information et de la communication connaissent de nos jours une évolution exponentielle. De ce fait, chaque État se doit de s'entourer de bases solides pour protéger les données personnelles de ses citoyens. Cette protection ne peut donc se faire en vase clos. Pour répondre à cette préoccupation de mener à bien la protection des données personnelles, la synergie des acteurs de l'écosystème du numérique demeure une nécessité pour l'harmonisation des mécanismes de protection. Je vous remercie pour votre aimable attention et je m'excuse encore pour le retard. Thank you very much, Marguerite, for all your exposition, especially because we have a different perspective, especially when it comes to the challenges in Africa. You were saying is in some cases data protection is not a priority, not even the government nor the. Dans certains cas, la protection des données n'est pas une priorité, ni pour les entreprises, ni pour le gouvernement. Alors évidemment, cela constitue un énorme défi et nous allons maintenant passer à Andrea. Nous avons certains problèmes de connexion, mais peut-être que vous pourriez nous expliquer un peu ce dont on a parlé. Mais bon, il ne nous reste que 10 minutes. Alors peut-être que nous pourrions écouter votre intervention finale sur ces normes générales qui sont mises en place en Union européenne. Merci beaucoup, Christopher. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que c'est le cas? Oui, vous m'entendez. D'accord, magnifique. Eh bien, je voudrais juste répondre à votre question précédente, si vous me le permettez. Sur la manière de dialoguer avec les parties prenantes, qu'il s'agisse d'événements organisés avec ces acteurs ou de réunions organisées avec les différents secteurs. Mais il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas, que les consultations publiques permettent d'avoir la contribution de différents acteurs. On a eu des recommandations qui ont été faites, mais également une consultation publique. On a obtenu plus de 200 contributions. Et nous avons inclus dans ces recommandations. Donc c'est vraiment une manière très importante de pouvoir mener un dialogue avec les principaux intéressés. Il me semble que ce qu'a dit Nelson juste avant moi
C'est-à-dire qu'il faut se rapprocher de cette connexion internationale, c'est-à-dire pas seulement le transfert des données, hein, bien évidemment. Mais vraiment, tout ce dont il a parlé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut convaincre les personnes qui possèdent ces données, qui s'en occupent de manière éthique, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose d'important pour tout le monde. Il faut les convaincre. Il faut les convaincre, soit en les aidant, en tant qu'institution de réglementation, en tant qu'organisme de réglementation, pardon, mais également en tant qu'avocat, je veux dire. Parce qu'il existe une véritable opportunité de les sanctionner. Mais ce n'est pas vraiment notre rôle, si vous voulez. Nous ne voulons pas sanctionner les entreprises. Mais ce dernier point est important. Il faut vraiment avoir ce genre de mesures. Mais ce que veulent faire les autorités, c'est de pouvoir coopérer finalement. Et l'idée, c'est pouvoir qu'ils agissent en respectant cette protection des données. C'est un droit fondamental, il faut le respecter. Donc voilà, ce sont mes derniers mots pour vous. Merci beaucoup, Andrea. Il ne nous reste que 5 minutes de disponibles. Je cède la parole à Monsieur Remolina ainsi que Monsieur Pignard et Marguerite pour une réflexion d'1 minute, votre dernière réflexion en 1 minute, parce qu'il faut que l'on passe à la séance suivante. Mais bon, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose très rapidement. Nous vous cédons 1 minute à chacun d'entre vous. Nous vous remercions énormément d'avoir été présents dans ces échanges. Droit à la Aprovecho este protección de minuto données para personnelles. agradecer de nuevo al INAI y a México por organizar Y este será- evento y dejar planteado algo que ya mencionamos todo y es la Quelque chose dont on a tous parlé, c'est l'énorme responsabilité dont nous disposons concernant ce droit qui nous touche tous, et pouvoir justement dire que l'humanité s'est toujours battue pour les droits humains. Il faut continuer cela, il faut toujours chercher de nouvelles manières, de manière intelligente, moderne, de pouvoir cohabiter en société, que ce soit technologiquement, mais également en termes d'innovation, au niveau des affaires, mais également la protection des données. Donc les données sont comme l'oxygène, elles sont partout si vous voulez. Donc il me semble que les êtres humains, nous aussi, nous sommes partout. Et donc quand on entreprend une certaine activité, il faut bien le faire en respectant les droits des autres si vous voulez. Donc merci infiniment. C'est très aimable à vous. Merci beaucoup Nelson, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. José Luis, maintenant, vous souhaitez prendre la parole? Oui, merci beaucoup, Christopher. Je renouvelle mon impression. C'était vraiment un plaisir de participer avec vous, avec Andrea, Nelson, Marguerite, à cette session. Comme toujours, j'ai beaucoup appris. On apprend toujours énormément dans ces séances. Et je voulais juste vous dire, vous adresser un dernier message. Je vais oser, hein. Excusez-moi, Christopher, je vais paraphraser Benito Juárez. Rien de moins que cela. Benito Juárez dit que le respect aux droits des autres, c'est la paix. Et moi, je dis que c'est le respect des données des autres, c'est la paix, si vous voulez. Donc, les données sont toujours des données des autres, finalement. Et donc, qui en est le titulaire Et il faut les respecter. Et c'est comme cela que nous obtenons la paix. Mais c'est vraiment quelque chose de basique. Hein, il faut vraiment apporter énormément de bon sens à ces débats. Il me semble que c'est un des plus grands défis du XXIe siècle parce que cela touche l'identité et la protection des données de la personne. Et il faut y faire face avec d'énormes doses de bon sens. Donc quand je faisais partie de cette agence, je disais aussi également très souvent
que le pire qui pourrait nous arriver, c'est d'être des fondamentalistes des données, si vous voulez. Il faut protéger le droit à la protection des données, il faut protéger les données personnelles en établissant des limites qui ne peuvent être franchies. Mais toujours dans le bon sens et en sachant, en comprenant bien qu'il existe de nombreux acteurs qui sont impliqués et qui participent de ce sujet. Andrea, merci beaucoup. Je voudrais passer la parole à Marguerite parce qu'elle a vraiment eu des problèmes à se connecter et elle a certainement beaucoup de choses à nous dire. Et donc, je voudrais juste dire ce que José Luis et Nelson ont dit. Je ne veux pas les répéter. Donc, Marguerite, allez-y si vous voulez. Merci beaucoup. Merci bien. Je voudrais juste revenir et insister encore sur le fait que ce n'est pas la coopération que nous pourrons mener à bien notre mission en matière de protection des données personnelles, que nous pourrons mieux protéger les données personnelles de nos concitoyens par les échanges d'expériences. El refuerzo de nuestras capacidades. Thank you very much. I think we have some problems with the translation going, but thank you very much to the four of you for being here. A shame, Margarita, you wouldn't have the chance to talk to you a little bit more. It will be especially because to have all the experience and the challenge that the African region is facing, especially is a huge. Merci beaucoup à tous d'avoir été ici, d'avoir donné votre opinion. Un petit peu de patience, nous vous remercions beaucoup. Nous allons passer à la séance suivante.